Salut à toutes et à tous. Avez-vous déjà entendu parler des cinq sens ou de surcharge sensorielle? Moi, c'est Otighost, et aujourd'hui, on va explorer un aspect central de nos vies dans l'autisme, la sensorialité. Mais on va commencer par définir certains termes ensemble. On est prêt? Alors c'est parti. Tout d'abord, explorons ensemble ce que l'on entend par sensorialité. Il s'agit de l'ensemble des systèmes sensoriels ou des sens qui nous permettent de percevoir et d'interpréter notre environnement. En général, on parle de cinq sens: la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Mais la réalité est encore plus fascinante. Laissez-moi vous emmener au-delà des cinq sens classiques. Prenons un exemple simple. Je souhaite manger une pizza. D'abord, la vue me permet de repérer la pizza dans le four et d'observer la couleur de la pâte qui devient dorée. Puis, l'odorat capte les arômes agréables de la cuisson, mais aussi l'odeur plus forte lorsqu'elle commence à brûler, car je l'ai oubliée un peu trop longtemps dans le four. Lorsque je touche la pizza, je ressens la texture de la croûte, légèrement dure, et sa chaleur grâce à la thermoception qui est liée au toucher. Le goût me permet ensuite de savourer la mozzarella fondue et de détecter le goût amer de la partie qui a brûlé. Mon corps et la position de mes mains dans l'espace s'ajustent grâce à la proprioception, ce qui me permet de couper la pizza avec mon couteau, et tout ça avec l'aide du système vestibulaire qui maintient mon équilibre. L'ouïe me permet d'entendre le bruit de la croûte qui craque sous le couteau. Enfin, l'interoception me signale si j'ai faim, si je suis rassasié, ou si la chaleur de la pizza me gêne, me rappelant de prendre une pause pour ne pas me brûler. Et si malgré tout je me brûle, c'est à ce moment-là que la nociception entre en jeu, m'alertant de la douleur, comme lorsqu'on se brûle le palais avec une bouchée trop chaude de pizza. Tous ces sens travaillent ensemble pour offrir une perception complète du monde qui nous entoure et pas que. Cependant, dans l'autisme, ces perceptions peuvent être vécues différemment, et c'est ce que nous allons voir dans le prochain chapitre. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour lire les définitions que je vous pose juste là, et moi je vous revois juste après. Dans l'autisme, les informations sensorielles sont perçues et traitées de manière différente. On distingue généralement deux types de réactivité sensorielle: l'hyperréactivité, où les stimuli sont perçus de façon amplifiée, et dans le sens contraire, l'hyporéactivité, où certains stimuli sont perçus de manière réduite, voire absente. Cependant, la sensorialité chez les autistes dépasse largement une simple sensibilité accrue ou réduite à des éléments comme les lumières ou les bruits. Cela reflète une manière unique de percevoir et de réagir aux informations sensorielles. Par exemple, sur le plan visuel, ça ne se limite pas à être gêné par une lumière vive ou à y être insensible, mais peut aussi impliquer de remarquer des détails souvent passés inaperçus. Une petite tache sur un mur usé, un reflet subtil ou des irrégularités dans un motif. Enfin, il est crucial de se rappeler que l'autisme constitue un spectre large et diversifié. Chaque autiste possède un profil sensoriel unique, avec des sensibilités et des manières de percevoir le monde qui varient d'une personne à l'autre, mais aussi parfois en fonction des situations. Pour illustrer, je suis hyperactif au niveau auditif. Dans un restaurant, les conversations, les bruits ambiants, ceux de la cuisine ou de la rue arrivent tous à la même intensité, ce qui rend difficile ma concentration sur la voix de ma femme. A l'inverse, je suis hyporéactif au goût et à l'odorat, ce qui me pousse à manger rapidement en quête de stimulation. Aussi, et afin de compenser mon hyperréactivité visuelle, j'adopte des stratégies d'évitement, comme fermer les stores pour atténuer la lumière, un peu à la manière d'un vampire. Une autre difficulté courante liée à l'autisme est l'intégration multisensorielle, qui désigne la capacité du cerveau à traiter simultanément les informations provenant de différents sens. Par exemple, une combinaison de stimuli tactiles et visuels peut entraîner une surcharge sensorielle. Cela peut aussi rendre des tâches simples comme faire la vaisselle particulièrement pénibles. L'eau chaude, les éponges rugueuses, les objets métalliques, associés au bruit des voisins ou d'un chantier, deviennent insupportables. Malgré ces défis, nos particularités sensorielles peuvent aussi être une source de plaisir, comme la capacité à percevoir des détails subtils que d'autres ne remarquent pas. Ces différences sensorielles ne sont pas seulement des obstacles, elles ouvrent aussi des possibilités uniques de percevoir le monde. Dans la description, je partagerai un lien vers une hypothèse scientifique intéressante concernant les circuits GABAergiques. Le GABA, acide gamma-aminobutyrique, est un neurotransmetteur inhibiteur qui joue un rôle clé dans la régulation des stimuli sensoriels. Cette hypothèse suggère que des anomalies dans ces circuits pourraient expliquer les différences de perception sensorielle observées chez les autistes.
La surcharge sensorielle se produit lorsque le cerveau est submergé par trop de stimuli provenant de l'environnement. Cela inclut des sons forts ou multiples, des lumières vives ou clignotantes, des odeurs envahissantes ou des textures désagréables, ou même une combinaison de ces éléments. Lorsqu'une surcharge sensorielle survient, elle peut provoquer des meltdowns, réactions émotionnelles intenses souvent incontrôlables, ou des shutdowns, replis émotionnels ou physiques, où l'on se coupe du monde extérieur. Ces réactions, souvent incomprises ou mal interprétées par ceux qui ne les vivent pas, sont liées à l'incapacité temporaire du cerveau à gérer l'afflux sensoriel. La surcharge sensorielle n'est pas seulement une sensibilité accrue, mais une incapacité du cerveau à trier et gérer l'influx de stimuli. Cette surcharge crée une impression constante d'envahissement. Imaginez une rue bruyante, une lumière aveuglante, une forte odeur de gaz d'échappement, entourée de multiples voix et bruits de circulation. Multipliez cette sensation par 100 et vous approcherez de ce que certains d'entre nous vivent au quotidien. La première étape pour mieux vivre avec nos particularités sensorielles consiste à comprendre notre propre profil sensoriel et à identifier les stimuli qui nous affectent. Ce processus peut être délicat, mais il est crucial pour mieux appréhender les situations qui nous impactent. Un outil particulièrement utile pour cela est le journal sensoriel. En y notant à la fois les expériences agréables et celles plus difficiles, on peut repérer des schémas récurrents. Pour maximiser son utilité, il est conseillé de préciser les différents types de stimuli, son, lumière, texture, etc., l'intensité perçue, le contexte dans lequel le stimulus s'est produit et les émotions associées à cette expérience. Par exemple, j'ai remarqué que les environnements bruyants, comme les restaurants ou les bars fermés, m'épuisent rapidement, provoquant irritabilité et fatigue intense même lorsque je m'y suis préparé. Aussi, les lumières blanches et tamisées, comme celles des ampoules LED avec un cache, sont bien plus agréables pour moi que les lumières jaunes ou bleutées, comme les ampoules à incandescence ou certains phares de voiture, qui me donnent l'impression d'avoir des lames traversant mes yeux. L'essentiel est de mieux comprendre comment le monde, dans sa forme brute, nous impose des défis quotidiens à travers les stimuli environnants. Vivre avec des particularités sensorielles implique de trouver des solutions adaptées pour éviter la surcharge et préserver son bien-être. Plusieurs outils et approches peuvent aider. Les casques anti-bruit et bouchons d'oreilles atténuent les bruits perturbateurs tout en permettant, si nécessaire, de rester connecté à l'environnement. Les lunettes teintées ou filtres visuels, utiles pour réduire les éblouissements et la fatigue visuelle. Mais aussi les vêtements adaptés, en privilégiant des tissus amples tandis que d'autres trouveront apaisant le contact de vêtements lestés ou exerçant une légère pression. Les objets d'autorégulation, balles anti-stress, fidget ou chewing-gum aident à gérer l'anxiété et les stimuli envahissants, permettant ainsi un steaming apaisant. Les espaces calmes personnalisés, un refuge à domicile adapté à vos besoins peut devenir un lieu indispensable pour vous ressourcer. Cependant, même avec ces stratégies, il est crucial d'écouter ses propres besoins et limites. Parfois, la meilleure solution est de quitter une situation trop stimulante et de prendre une pause sans culpabiliser. Dire stop ou exprimer un besoin de calme peut être difficile. Je ne le sais que trop bien, moi qui peine tant à exprimer ce que je vis ou ressens. Et il l'est encore plus quand l'entourage ne comprend pas la surcharge sensorielle. Pourtant, instaurer un dialogue sur ses besoins est crucial pour un mieux-être. Prendre soin de soi n'est pas un luxe, mais une nécessité dans un monde si exigeant. L'expérimentation des différents outils et la reconnaissance de vos limites permettent de regagner un peu de contrôle face à des environnements parfois oppressants. Voilà, on a exploré la sensorialité dans l'autisme, ses impacts au quotidien et des stratégies pour mieux gérer la surcharge sensorielle. Si vous êtes autiste, j'espère que ces astuces pourront vous être utiles. Et vous, proches, professionnels ou même extraterrestres amateurs de pizza, j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre notre vécu. Comme toujours, partagez vos propres astuces ou expériences dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu et vous a apporté des réponses, pensez à la partager, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de la suite. Et moi je vous dis à très bientôt, mes chers fantômes.